Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans votre émission La Table d'analyse. Nous sommes très honorés de vous avoir. Avant tout, commencez par vous abonner, cliquez le son de cloche, partagez toutes nos vidéos. Ça nous fera plaisir. Nous démarrons aujourd'hui cette émission par deux thématiques. La première de thématiques, c'est l'affaire Matata. Vous savez que Matata doit répondre aujourd'hui devant la justice, mais Toyamba qui juriste est belé, certains juristes baloba qui est procédure au Matata qui respecté puisque il fallait interpeller à niveau de la cour de cassation que la cour constitutionnelle le fait ya ici la cour constitutionnelle ça pour lever Matata pour commissaire motomonene. Mais est-ce que cette affaire ya Matata vraiment la justice fera son travail? Est-ce que la justice à cause de la vraiment Nandenge Longobani, puisque beaucoup de gens attendent à ce que l'on puisse trancher cette affaire. Il y a Bukangaloz où il y a plus de 200 millions de dollars détournés jusqu'à ce moment. Vérité sur cela. Mais on va parler de cette procédure. Certains disent que Matata Azali innocent, d'autres disent que Matata doit répondre à la justice. Qui dit la vérité? On va en parler certainement. Et aussi, dossier Yasseni, ça chauffe en République démocratique du Congo. La Moukaï, lui déjà, qui va commencer à organiser ma marche sitting pour dépolitiser CENI FCCP. Lui aussi dit la même chose également aujourd'hui. Tout ça qu'on a informé que Moïse Katumbi yépé à Lungwe na Saint Union Sacrée. Pour lui, il faut dépolitiser CENI. Ils même communiqué ensemble où ils vont commencer à organiser des marches, etc. pour demander la dépolitisation de la CENI. Est-ce qu'aujourd'hui, la Mouka, ensemble, FCC vont créer une plateforme électorale ou une plateforme politique contre Félix Tshisekedi? Ou qu'est-ce qui va se passer exactement? Je reçois pour vous un monsieur à beaucoup de casquettes. Maître Louison Ayaki. Je crois que je n'ai pas massacré son nom. Ayaki. Il est assistant à l'université révérend de Kinshasa. Il est analyste politique, chercheur. Avec lui, nous allons analyser sur ces deux thématiques. Restez avec nous jusqu'à la fin. Monsieur Ayaki, bonjour. Bonjour, monsieur journaliste. Vous êtes assistant aux facultés de droit à Révérend Kim, vous êtes analyste politique, vous êtes maître. Comment vous vous sentez avec tout? Oui, le casquette dont vous venez de citer, voilà. C'est parce que d'abord, premièrement, comme je suis passionné à être juriste, déjà dès mon enfance, j'ai fait le bel être. Et c'est là, donc, conjointement, a fait de moi, aujourd'hui, juriste parce que j'ai suivi la faculté de droit. Okay. Et partant de ça, une suite logique était parce que nous avions répondu aux critères pour être retenu comme assistant. Alors, c'est pour cela que nous sommes là comme assistants chercheurs, penseurs, bien sûr. Mais comme juriste et praticien de surcroît, c'est une suite logique parce que je fais le droit. Donc, et aussi comme politicien, parce que la politique, c'est une conviction. Vous savez, chacun de nous a sa manière de voir les choses, chacun de nous a une vision. Alors moi, du côté politique, j'ai aussi une vision. Et c'est pour cela que j'ai été convaincu d'embrasser ces terrains pour répondre favorablement à certains déshydratats de la société. Merci, Maître Louison Ayaki. C'est votre première participation sur EDM TV officiel. Merci de nous avoir honorés. Nous démarrons avec la thématique sur l'affaire Matata. Matata va répondre aujourd'hui devant la justice, puisqu'il a été cité dans le dossier, il y a Bukangaloz, où on parlait des détournements. Certains juristes disent que la procédure n'a pas été respectée. Matata devrait répondre devant la cour de cassation, puisqu'il est actuellement sénateur, alors qu'il n'y a que le président de la République et le Premier ministre en fonction qui doivent répondre devant la Cour constitutionnelle. Alors, expliquez-nous cette procédure. Est-ce que ceux qui disent que Matata doit répondre devant la Cour de cassation ont raison? Est-ce que ceux qui disent qu'il doit répondre devant la Cour constitutionnelle ont tort ou ont raison? Veuillez nous expliquer par rapport à toutes ces choses, puisqu'on dirait qu'il y a des ambiguïtés que la population voudrait être éclairée. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, monsieur Eric. L'honneur est à moi parce que vous avez accepté mon invitation. Je vous suis, moi, ici, par le réseau virtuel et comme ça. Je suis amoureux de votre émission. Alors, par rapport à ces dossiers, moi, je crois qu'on a tous fait la faculté de droit.
mais nous tous, nous n'avons pas la maestria sur le question de droit pénal. Très bien. On peut faire le droit. Aujourd'hui, nous avons le droit département dans la faculté de droit. Il y a le département de droit privé et judiciaire. Okay. Il y a le département de droit économique et le droit public. Alors, même si dans le département de droit privé et judiciaire, il y a ceux qui font le droit privé pur et il y a ceux qui font le droit pénal économique, le droit pénal criminologique. Nous sommes de ceux qui font de ceux qui ont fait le droit sur les incriminations. Donc nous avons une certaine maîtrise sur ces dossiers. Alors, je veux d'abord commencer à dire que la Cour constitutionnelle est la juridiction compétente pour, n'est-ce pas, interpeller son Excellence, ex-premier ministre Matata. Wow. Pourquoi je le dis? Je vais vous démontrer une chose. Lorsque nous lisons la Constitution de 2006 telle que amendée en 2011, dans son article 164, on dit le président de la République et le Premier ministre, n'est-ce pas, ils sont pénalement responsables devant la Cour constitutionnelle pour les incriminations qu'on a citées, deux volets des incriminations politiques et les incriminations de droit commun. Très bien. Les incriminations, c'est-à-dire les infractions. Tout à fait. Les infractions politiques et les infractions de droit commun. Pour les infractions politiques, on a cité 4. On a cité la haute trahison, l'atteinte à la probité, l'atteinte à l'honneur et délit d'initié. Tout à fait. Pour les infractions, n'est-ce pas, de droit commun, ce sont des infractions qui sont reprises par le loi du droit commun. Parce que là, il faudrait rappeler que les incriminations dont sont responsables le Premier ministre et le Président de la République sont des incriminations reprises par le Code spécial. Alors, la Cour constitutionnelle est responsable ou soit est compétente pour connaître les deux personnalités citées, le Président de la République et le Premier ministre, pour les incriminations que je citais. Je le mets entre parenthèses, je vais revenir. Je dois donner l'éclairage sur ça. Nous avons aussi deux manières de comprendre ces incriminations. Parce qu'il y a des incriminations dont le président de la République et le Premier ministre peuvent répondre, n'est-ce pas, lorsque ces incriminations sont commises pendant l'exercice de leurs fonctions. Entre autres, ce sont les incriminations que j'avais parlé politiques. Lorsque le président de la République et le Premier ministre commettent les infractions politiques, ils répondent directement. Mais pour les incriminations qui ne sont pas politiques, les incriminations, n'est-ce pas, qui est de droit ou qui sont de droit commun, le président de la République et le Premier ministre ne peuvent répondre qu'après l'expiration de leur mandat. Ok. Voilà. Ils ne peuvent répondre qu'après l'inspiration ou l'expiration de leur mandat. Devant la Cour constitutionnelle? Devant la Cour constitutionnelle. Je vais arriver. Ils ne peuvent répondre qu'après l'inspiration de leur mandat. Mais vous savez, en droit, lorsque vous commettez une infraction, il y a ce qu'on appelle la prescription extinctive. C'est-à-dire que la prescription, c'est parmi, n'est-ce pas, le délai qui peut ne pas permettre à une personne, bien qu'elle avait commis l'infraction, de ne pas répondre après l'échéance d'un certain temps. Très bien. Alors, pour le Premier ministre et le Président de la République, nonobstant le délai que peut passer, les constituants étaient très éloquents quant à cela et disent que les incriminations commises pendant, n'est-ce pas, la fonction, mais en dehors de l'exercice de leur fonction, ne peuvent être, n'est-ce pas, réprimées qu'après, n'est-ce pas, leur mandat, mais du moins ici, on dit la prescription est suspendue, ou les prescriptions sont suspendues. Très bien. Alors, nous revenons maintenant pour les incriminations commises pendant l'exercice de ces fonctions, mais en dehors, plutôt pendant le mandat, mais en dehors de l'exercice du fonction. L'ex-premier ministre Matata Ponyo a commis, n'est-ce pas, des incriminations pendant qu'il était Premier ministre. Mais ces incriminations-là ne pouvaient être, n'est-ce pas, réprimées. Pourquoi? Parce que ça n'entrait pas dans le cadre des infractions politiques. C'était des incriminations qui étaient, qui n'étaient pas politiques. Vous voyez? Des incriminations de droit commun.
l'article 164 in fine et l'article 165. Des incriminations qui n'étaient pas politiques, des incriminations qui étaient de droit commun, la corruption et consorts. Tout à fait. Alors, le constituant dit, pour ces incriminations commises pendant le mandat, mais en dehors de l'exercice de ces fonctions, vous n'allez répondre que, n'est-ce pas, à l'expiration de votre mandat. Mais la juridiction compétente pour connaître, n'est-ce pas, ces incriminations, c'est la Cour constitutionnelle. Monsieur le journaliste, en droit, il y a deux principes. Le principe abondant en ces matières, nous appelons d'ailleurs le principe sacro-saint. C'est que le principe de l'intangibilité et de la cristallisation, n'est-ce pas, de faits infractionnels. Très bien. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle, étant donné qu'elle est compétente pour juger le Premier ministre, et donc pour des incriminations reprises, comme je l'ai dit, soupra, lesquelles incriminations n'ont pas été, n'est-ce pas, réprimées pendant qu'il était en fonction, et c'est pendant qu'il n'est plus en fonction, la Cour constitutionnelle, en vertu du principe, n'est-ce pas, de la cristallisation et de l'intangibilité, est compétente pour juger, n'est-ce pas, le Premier ministre, ou l'ex-Premier ministre. Alors, revenons dans l'hypothèse dont vous avez évoqué, il est sénateur. Ouais, sénateur actuellement. Voilà. Il est certes vrai que, en vertu de l'article 104 et 107 de la Cour constitutionnelle, les sénateurs, leur juridiction compétente, ou sont justiciables devant la Cour de cassation. Ils sont justiciables devant la Cour de cassation. Mais quand est-ce que la Cour de cassation, n'est-ce pas, sera compétente pour un sénateur qui venait d'être un Premier ministre? Très bien. Effectivement. La Cour de cassation sera plutôt compétente que lorsque le sénateur commet l'infraction. Pendant son exercice. Pendant l'exercice comme sénateur. Très bien. C'est lorsqu'il commet l'infraction, la Cour de cassation, n'est-ce pas, sera comment? Compétente. Mais dès lors que le sénateur ou l'actuel sénateur, mais ancien Premier ministre, n'a pas commis l'infraction pendant l'exercice de sa fonction, mais vous voulez qu'il réponde, n'est-ce pas, devant la Cour de cassation, pourtant pour les incriminations commises pendant qu'il exerçait la mission du Premier ministre, ça sera une aberration. Très bien, très bien. Donc la logique pénale, parce qu'ici il ne s'agit pas que de droit pénal. Le droit pénal, certes, tout juriste sérieux maîtrise certains principes de droit pénal. Mais ici, il s'agit de droit pénal constitutionnel. Réservé, n'est-ce pas, que aux techniciens que nous sommes. Donc, c'est-à-dire que l'ancien Premier ministre, sa juridiction compétente, n'est-ce pas, c'est la Cour constitutionnelle pour les infractions commises pendant son mandat, mais en dehors de l'exercice de ses fonctions. Et cela est repris aussi par l'article 167, n'est-ce pas, de la Constitution. Donc il ne faudrait pas amalgamer sur ça. Il faudrait retenir que l'ancien Premier ministre, ou soit l'ancien président de la République, pour les incriminations commises pendant leur mandat, mais en dehors de l'exercice de leurs fonctions, ils sont responsables, n'est-ce pas, devant la Cour constitutionnelle. Et cela est conformément à l'article 164. Très bien, maître Eyaki. Mais il y a certains juristes qui disent que le fait que la Cour constitutionnelle ait interpellé M. Matata, c'est pouvoir l'élever alors qu'il est sénateur. Et donc, pour eux, c'est aberrant de voir un sénateur en exercice être interpellé par la Cour constitutionnelle. Alors, que dites-vous de ces juristes-là qui insistent et persistent sur le fait que Matata ne doit que se présenter devant la Cour de cassation? Bon, en fait, merci beaucoup pour cette question. Je pense que les gens doivent savoir une chose. C'est le privilège de juridiction. Très bien. Le privilège de juridiction adoubé par monsieur Matata Pognon, n'est-ce pas, était sur base de ses fonctions. Vous comprenez? Les incriminations dont on reproche M. Matata Pognon, ce sont des incriminations, n'est-ce pas, qui étaient liées par rapport, n'est-ce pas, à sa fonction. Très bien. Vous comprenez? Et la Cour constitutionnelle juge M. Matata Pognon
conformément, n'est-ce pas, à ses fonctions. Parce qu'il était Premier ministre. Bon, dire qu'on l'élève au rang de Premier... Ouais, il faudrait que nous retenions quelque chose. Il était Premier ministre, vous comprenez? Et il est jugé sur base de ça, sur base du fait qu'il a commis les incriminations tout en étant Premier ministre. Il n'a pas commis les incriminations tout en étant sénateur. Sinon, la Cour de cassation... Au cas où il commettait aussi étant sénateur, comment ça va se passer? Voilà. Il y a deux choses. Au cas où dès lors qu'il est maintenant sénateur, au cas où il commet l'infraction, n'est-ce pas, il sera justiciable devant la Cour de cassation. Il sera justiciable devant la Cour de cassation. Même avec des fautes commises pendant qu'il était Premier ministre, on va imbiber ça aussi lors de son interpellation. Non. En droit, il y a ce qu'on appelle la compétence. Et cette compétence en droit, elle est d'attribution. Très bien. La compétence en droit peut être, n'est-ce pas, sur les personnes. La compétence peut être, n'est-ce pas, sur la matière. La compétence peut encore aller plus loin. Voyez, ici nous parlons de la compétence des juridictions sur base, n'est-ce pas, de personnes et de la matière. La matière que la Cour constitutionnelle est censée de traiter conformément à la Constitution, c'est les incriminations politiques et les incriminations de droit commun. Donc ça, c'est la compétence matérielle, n'est-ce pas, de la Cour constitutionnelle. Très bien. La compétence personnelle de la Cour constitutionnelle, c'est que la Cour constitutionnelle peut juger que exclusivement le Premier ministre, le Président de la République, mais aussi, n'est-ce pas, également les complices et auteurs dans les cas échéants. Voyez? Alors, pour le Président de la République et le Premier ministre, nous vous avions dit ici qu'ils peuvent commettre certaines incriminations pendant l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables. C'est ces incriminations-là que nous appelons incriminations politiques. Les incriminations politiques. Mais pour les incriminations qui ne sont pas politiques, les incriminations qui sont de droit commun, commises, n'est-ce pas, pendant leur mandat, le Premier ministre ou soit le Président de la République seront responsables qu'après, n'est-ce pas, l'expiration ou l'échéance de leur mandat. Et une casu spécie, M. Matata Ponyo étant, n'est-ce pas, ancien Premier ministre, mais les incriminations étaient commises pendant qu'il était ou il avait la fonction du Premier ministre, et donc il est évident que la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, puisse être compétente, voyez, sur cette matière. Donc ici, on ne juge pas les fonctions, mais plutôt ici, on est venu juger plus, n'est-ce pas, la matière. Très bien. Parce qu'il n'a pas la fonction du Premier ministre. Mais la matière sur laquelle doivent être jugées par la Cour constitutionnelle est celle-là. Et c'est pour cela que vous aviez constaté que, n'est-ce pas, cela a été déclaré conforme à la Constitution, cette poursuite. Très bien. Matata devant la justice aujourd'hui, mais certains disent que vous voulez écarter Matata du processus électoral, que vous voulez laisser Félix Tshisekedi être le candidat unique aux élections de 2023. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Est-ce que Matata aujourd'hui peut être traité comme, comme certains l'appellent déjà aujourd'hui, un prisonnier politique entre guillemets? Certains disent déjà que c'est un problème pour le chef de l'État et qu'il répondait aux critères. Que pensez-vous de cela? Non, mais attendez, excusez-moi, mais je ne veux pas... rentrer, c'est trop grabataire en fait, ces débats. Dire que Matata est danger pour le président de la République, un potentiel candidat. Non. Ça, c'est quand même réduire le président de la République. Bon, en fait, au-delà du fait qu'il est président de la République, président de tout le peuple, voyez, il faudrait que le peuple sache une chose. Si l'on enlève le casquette de président de la République, il est le président d'un parti politique qui s'appelle UDPS. Vous comprenez? Si l'on a levé aujourd'hui, n'est-ce pas, les casquettes du président de la République, il est le président d'un parti politique, n'est-ce pas, UDPS. Je crois que Matata Ponyo ne représente rien, vous voyez, sur ses poids politiques. Même du fait qu'il soit président d'un parti politique. Même le fait qu'il soit président d'un parti politique, c'est loin d'être comparé à Matata Ponyo. C'est loin, je dis bien, même le fait qu'il soit, n'est-ce pas, président d'un parti politique, il n'est pas président de la République, mais président d'un parti politique, c'est loin d'être comparable à Matata Ponyo. C'est loin d'être comparable à Matata Ponyo. Donc je crois que ça c'est un faux débat. Le comment nous devrions
lorsqu'on était en train de crier sur l'état de droit, nous devrons aussi accepter l'applicabilité, n'est-ce pas, l'efficientité et l'effectivité, n'est-ce pas, de l'état de droit. Moi, aujourd'hui, je dis encore de félicitations, n'est-ce pas, au chef de l'État d'avoir rendu, n'est-ce pas, libre cet appareil donc décrié par plusieurs années dans le passé, être teinté ou parsemé de beaucoup de embûches, l'appareil judiciaire. Vous voyez, aujourd'hui vous avez des gens qui par le passé étaient considérés intouchables, mais qui sont, n'est-ce pas, devant le geôle. Donc, vous dites, si vous jaugez certains, vous laissez les autres. Non, mais attendez. La justice, de deux poids, deux mesures. Non, mais attendez. Et si vous avez commis l'infraction, on doit vous laisser? Mais les autres qui ont commis des infractions, pourquoi sont-ils protégés jusqu'à ce moment? Bon, moi, je pense que lorsque nous parlons d'une infraction, je ne veux pas entrer vraiment, je ne veux pas trop être juridique. Mais du moins, s'il faudrait retenir en termes de principe, lorsque l'on parle d'une infraction, l'infraction doit être, n'est-ce pas, doit être, au-delà d'être établie, mais doit être prouvée. Vous comprenez? Alors, pour que l'infraction soit infraction, il faudrait qu'il y ait, n'est-ce pas, ce qu'on appelle en droit le ad probationem, qui atteste effectivement il y a la culpabilité. Très bien. Vous comprenez? Et alors, dès lors que ces gens-là ne sont pas appréhendés, en tant que de surcroît juriste, je dirais qu'il n'y a pas infraction, il n'y a pas commission de l'infraction, parce que surtout, c'est de manière abusive l'appellation de l'infraction par la population et l'appellation de l'infraction par les praticiens, vous voyez? Donc, c'est toujours deux mondes différents. Donc, en termes de droit, moi, je crois qu'il n'existe pas d'abord le laconique prisonnier politique. Donc, et ils veulent politiser les choses. Vous comprenez? Ils veulent politiser les choses. Mais moi, je dirais toujours que nous sommes maintenant dans la République sur laquelle vous avez commis une infraction, vous devrez répondre. Répondre pas parce que vous avez l'amitié avec le président de la République. Répondre non parce que vous êtes divorcé en termes de vision avec le président de la République. Mais répondre parce que, n'est-ce pas, on doit honorer la loi, on doit honorer la justice. Très bien. Maître Luisson Eyaki. Merci, on va passer par la deuxième thématique. D'abord, avant de passer par la deuxième thématique, qu'est-ce que vous attendez de ces procès de Matata? Il doit être arrêté. Est-ce que pour vous, étant juriste, maître avocat, vous voyez réellement que Matata est inculqué dans ces dossiers de Boucang Alonso? Bon, vous savez, en droit, il y a le principe secret, n'est-ce pas, de la recherche de l'infraction. Et étant donné que je ne suis pas dans les dossiers, j'ignore les méandres. Mais du moins, moi, si je peux dire en conclusion pour ces dossiers, c'est que la justice soit faite. Si M. Matata Pogno, il plaide non coupable et qu'il y a, n'est-ce pas, des instrumentum qui démontrent qu'il est non coupable, que la justice soit faite. Et si la justice estime important, n'est-ce pas, de l'arrêter parce qu'il serait impliqué dans cette affaire, je dirais par conclusion que la justice soit faite. Mais par rapport au dossier à l'inspection générale des finances, qui lui affirme et confirme via le dossier qu'il détient que Matata fait partie de ceux-là qui ont détourné. En droit, il y a le principe contradictoire. Très bien. Donc, lorsque vous avez été accusé, n'est-ce pas, d'une faute pénale, alors il incombe à vous, n'est-ce pas, de pouvoir démontrer le contraire. Reus excipient difit actor, comme le disent les latins. Donc, il incombe à vous de démontrer le contraire de ce que dit. Parce que ici, nous avons, n'est-ce pas, le magistrat instructeur qui l'accuse, n'est-ce pas? Et lui aussi, il veut plaider non coupable. Donc, c'est le combat contradictoire. Que la justice fasse son travail. Que pensez-vous de l'inspection générale des finances aujourd'hui? Est-elle instrumentalisée, politisée? Non, moi, je lui dis encore de courage, et de courage encore. Parce que vous savez, aujourd'hui, vous allez m'excuser en tant que politique, je pourrais le dire. Certaines institutions ne font vraiment pas
leur mission. Vous savez, ce que fait l'inspection générale de la finance devrait être fait par le parlementaire, d'interpeller certains ministres, d'interpeller certains, vous voyez, certaines autorités. Malencontreusement, vous avez là-bas des histoires de rames, vous avez là-bas des histoires d'autres, vous avez là-bas des histoires, excusez-moi de dire, insensées, qui ne va pas, n'est-ce pas, de l'intérêt supérieur de la nation et puis de la population. C'est quand même, les gens ont trouvé que c'était important. Et la population gagne quoi sur ça? La population gagne quoi? Vous savez, lorsqu'on dit quelqu'un a volé 50 millions de dollars, c'est quand même gravissime. Vous voyez, c'est quand même gravissime. Mais parce que nous savons qu'avec 50 millions de dollars, on peut construire, on peut, n'est-ce pas, répondre à beaucoup de déshydratats de la population, malheureusement. Vous voyez? Donc, cette mission devrait être faite par certaines institutions. Donc, IGF est venu suppléer seulement la faiblesse, n'est-ce pas, de certaines institutions. Moi, comme le Parlement. Comme le Parlement, je l'ai dit sans tabou, comme le Parlement qui ne fait pratiquement pas sa mission d'interpeller tout ce monde-là. Donc pour vous, vous êtes tellement déçu sur cette Assemblée nationale. Je ne suis pas le seul, avec 10 millions, plutôt je dirais 80 millions de la population, est déçu, n'est-ce pas? Vous avez des députés comme Safo qui font un bon travail, vous avez des députés provinciaux comme les Moukébaï, enfin provinciales comme les Moukébaï. Est-ce que la qualité, vous ne voyez pas qu'il y a... Bon, en fait, nous ne voulons pas être dans cette considération subjective, vous voyez? Et je vous ai dit, en tant que scientifique, nous sommes dans ce qu'ils font, mais pas de ce qu'ils sont. Très bien. Parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Vous comprenez? Vous leur avez donné beaucoup de chance avec les médias et consorts, mais aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont. Mais nous sommes en train de les juger par rapport à ce qu'ils font, objective. Vous comprenez? De manière objective, qu'est-ce qu'ils font de concret? Ils sont là au Parlement, ils ont dit qu'on va faire ceci, on va faire cela, mais apparemment, le même chose produisent le même effet. Mais attendez, moi je vais les dire avec beaucoup plus de modération. Je mets encore plus la législative de passé de 2018, la législative passée de 2007, de 2011, 2006. Que cette législative, parce que je constate il y a du n'importe quoi. Il y a du n'importe quoi. Vraiment, il y a du n'importe quoi. Donc, la population est témoin de ce qui se passe là-bas. Très bien, Maître Luisson et Yaki. Je rappelle que vous êtes assistant aux facultés de droit à Révérend Kim. Vous êtes maître avocat, chercheur. On va passer par la deuxième thématique, cette affaire de la CENI. Entérinement au niveau de l'Assemblée nationale, ça a été déjà fait. Le président a décidé de signer l'ordonnance. D'ailleurs, il faut dire que c'est 12 membres. Le président a signé. Mais il se fait qu'après que le président ait signé, certains acteurs politiques ne sont pas contents de cela. D'abord, Katumbi, qui avait demandé au président Félix Tshisekedi de ne pas les faire. Le chef de l'État l'a fait. Et Katumbi qui va automatiquement quitter l'Union sacrée, qui va se rallier avec la Mouka, FCC et tout ça. Et il prépare déjà des marches, des sit-ins, etc. Mais pourquoi le président a-t-il signé cette ordonnance? Le président ne pouvait pas accepter à ce que les gens se mettent tout autour d'une table, discuter, trouver des solutions par rapport à cela. Puisqu'il est aussi père d'une nation, il peut aussi écouter les doléances de certains Congolais. Bon, écoutez, moi, comme je vous ai dit au matin de mon exposé, je veux aussi réfléchir dans ces dossiers, surtout plus comme chercheur aussi. Je vais donner mon argument. Alors, personnellement, moi personnellement, je suis contre l'ordonnance du chef de l'État. Ok. Moi personnellement, je suis contre l'ordonnance du chef de l'État qui a investi les 12 voilà, Denis Kadima et puis les bureaux. Le président Denis Kadima et puis les bureaux de CENI. Je suis contre. C'est vrai, beaucoup de gens, comme vous venez de dire, sont contre, n'est-ce pas, cette ordonnance. Mais moi, je suis contre. C'est vrai, les motivations sont différentes. Moi, je vais donner ma motivation à moi. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont contre cette ordonnance parce qu'ils ont peut-être voulu qu'un de leurs soit là. Comme Katumbi, par exemple. Il y a certaines personnes qui, par acharnement, par exemple, il y a certaines personnes qui sont dans plusieurs autres considérations. Mais moi, je dis, je suis contre pas, ma motivation est loin d'être de même avec leur motivation. Ma motivation est que moi, je voulais
je voulais que le président de la République, avant toute chose cessante, puisse procéder par la réforme de cette institution. Très bien. La réforme de cette institution. Monsieur le journaliste, je crois que vous avez beaucoup de connaissances dans cette matière ou dans ce monde. Vous savez que les législatives passées, on a tous décrié sur l'imperfection, n'est-ce pas, de la manière dont les choses se sont déroulées. Je vous dis, moi j'ai été, en termes de mon parti, Mouvement de Libération du Congo, MLC, j'étais aussi superviseur. J'étais superviseur à Mwamba. Et pendant qu'on était en train de faire le dépouillage, tout ça là, je crois, il y a eu un soir, on est venu nous dire, bon, il faut fermer parce que la CENI doit publier. Pendant qu'on était en train de faire, comment on appelait ça? Déployer, non? Voilà. Dépouillement. Pendant qu'on était en train de faire le dépouillement. Voilà. On est venu nous dire que non, il faut fermer parce qu'on va publier. Oh. Mais on s'est dit, bon, on va publier quoi? Justement parce que on n'a pas encore fini. On va publier quoi? Et chose qui fut faite. Et partant de ça, on a constaté que le vote n'était pas, comme on nous a dit, le vote à impression, mais le vote était fait par la machine, vous voyez? Machine à voter. Et vous savez, il y a eu déjà des soupçons qui circulaient dans la République que certains étaient possesseurs de certaines machines à la maison. Donc, c'est en fait ça. À part ça, vous savez, on était dans un débat houlé. Vous voyez, sur les histoires dont les élections étaient dénuées de l'inclusivité. Il y avait une sélection de gens et d'autres personnes étaient dépourvues de ne pas venir postuler. Avec une loi électorale. Avec la loi électorale taillée sur mesure, le CEI, tout ça là. Donc, le président de la République, son Excellence Faty, devrait normalement tenir compte de tous ces aspects. Il ne devrait normalement pas, n'est-ce pas, venir faire ce que son prédécesseur a fait, dans le forcing. Vous voyez? Donc, je pense que le président devrait d'abord, n'est-ce pas, laver certaines imperfections. Je vais vous dire la conséquence de ces imperfections. Je vous fais raisonner, monsieur le journaliste. Très bien. Nous sommes en 2006. Sur 100% de gens qui se sont votés, n'est-ce pas, c'était que 90%. C'est-à-dire 10% des gens se sont abdigués de ne pas voter. Très bien. Nous sommes venus en 2011. Sur 100% des enrôlés, on a connu 70% de gens qui sont venus, n'est-ce pas, exprimer leurs droits civiques pour voter. 30% de gens qui se sont abdigués. Voilà. Nous sommes en 2018. Sur 100% des enrôlés, c'est catastrophe. Il y a eu 40% de gens qui sont venus voter. Donc vous comprenez que 60% de gens qui se sont abdigués ou désistés. Et vous allez constater que sur 100 millions d'habitants, par ricochet, on peut avoir 40 millions d'habitants qui sont venus. Ça comptait aussi les bulletins vides qui sont venus exprimer leurs droits. Et mais dans les 40 millions d'habitants, s'il faut parler, par exemple, du scrutin sur le président de la République, vous allez constater que le président peut sortir avec 10 millions d'habitants sur une population de 100 millions d'habitants. Dans le pays souriant, on peut même refaire les élections. Très bien. Ça, c'est dangereux. Alors, on s'est posé des questions de savoir sur la pourquabilité. Et la question est répondue du fait que le peuple ont présenté leur désamour. Vous voyez? Dans des élections pareilles, il y a l'absence, n'est-ce pas, de la souveraineté. Le peuple ne se voit pas comme souverain. Vous voyez, souverain primaire. Nous devons quitter le stade de la nomination pour venir dans le stade où on accepte, n'est-ce pas, la volonté exclusive de la population. C'est ça la conséquence, n'est-ce pas, de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Le désistement, le désamour que présente la population du gouverné vis-à-vis des gouvernants. Alors, j'aurais voulu bien aimer que le président de la République puisse, a priori, n'est-ce pas,
faire ces gymnastiques est si facile. Laver d'abord, n'est-ce pas, cette institution, CENI. Parce que lorsque le président a déjà publié l'ordonnance comme ça, c'est que nous sommes restés avec l'ancien système. Seulement les personnes qui sont, n'est-ce pas, changées. Mais après avoir publié, est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme de pouvoir changer? Déjà, il y a des personnes, mais on peut quand même modifier. Bon. C'est là. Est-ce que c'est possible aussi de le faire? Oui, c'est possible parce que vous savez, devant une situation politique, certains de nos principes de droit et consorts s'inclinent. Donc la politique prime deux fois sur le droit. La politique, allez-y comprendre, prime parfois. Alors, moi, je veux demander plus au président de la République d'être père de famille. Très bien. D'être père de famille. Par la situation que vous avez citée ici, Moïse Katumbi aurait quitté l'Union Sacrée. Vous devez savoir que l'Union Sacrée, c'était une volonté qu'on avait mis ensemble pour aider le pays à aller de l'avant. Très bien. Je ne vais pas beaucoup plus m'argumenter sur les comportements de Moïse Katumbi, étant donné que je ne suis pas attitré. Mais du moins, vous devez savoir que dans une famille, si vous n'avez pas les enfants, peut-être vous êtes enfant aussi de vos parents, vous devez savoir que dans une famille, il y a toujours eu des gens capricieux. Peut-être que Katumbi pourrait être parmi ces enfants-là. Ou des enfants qui aiment avoir tout. Les enfants priver par exemple, les autres. Par exemple. Donc le président doit savoir qu'il a, lui, n'est-ce pas, les enfants qui d'autres sont capricieux. Vous voyez, parfois le président peut céder aux caprices des enfants, mais parfois aussi, le président ne cède pas. Alors, je me dis, Moïse Katumbi, il a ses raisons à lui de faire ces déclarations, soit cette publication. Il a ses raisons à lui, vraiment, il ne revient pas à moi de pouvoir argumenter beaucoup sur ça. Mais Katumbi, Fayoulou, Kabila, parce que il faut parler de Kabila, président du FCC, il faut le dire ainsi. Katumbi ensemble, celui qui gère, vous avez Fayoulou Lamouka. Il parle de la dépolitisation de la CENI. C'est ça où ça nous laisse à réfléchir, au fait. On parle de la dépolitisation. Pour vous, quand tout cela parle de la dépolitisation, ça veut dire quoi? Et comment peut-on dépolitiser une CENI? Bon, vous savez, c'est vrai, on dit l'institution d'appui à la démocratie. Ce n'est pas vraiment une institution purement politique. Mais il faut savoir que, moi je dis, c'est une utopie de dépolitiser absolument comment cette institution-là. Parce que c'est une institution qui est en train de régler de matière purement politique. Nous ne pouvons pas dire qu'on doit absolument, ipso facto, de politiser cette institution CENI. Ça, c'est de l'utopie. Parce que c'est une institution qui est en train de gérer de matière politique. De matière politique. Bon, s'il fallait normalement dépolitiser, on doit mettre qui? On doit mettre qui? Des gens crédibles de la société. Parce que vous allez constater que tous nous sommes en train de... Nous sommes politiques, hein, on n'a pas de cadeau qu'on vient de se faire. Tous nous sommes en train de cogiter dans le sens qu'il faudrait que l'on tire profit. Si vous allez à la Mouka, et aussi ils ont, n'est-ce pas, des raisons sur lesquelles ils sont en train de boycotter, n'est-ce pas, comment, cette procédure. Vous allez à l'FCC d'ailleurs, n'en parlons pas. Donc c'est-à-dire, tous on a des cartes politiques. Donc, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui qu'il faudrait que l'on dépolitise, n'est-ce pas, cette institution. Parce que ça traite de questions ou de matières purement politiques. Très bien. C'est vraiment pratiquement impossible. Bon, je veux répondre directement sur cette fusion. Cette fusion. Vous savez, la politique, c'est parfois ça. Il y a des associations qui se font et qui se défendent. Parfois, on est d'accord sur un principe, sur une vision d'ensemble. Parfois, on pense que, bon, nos visions ne sont pas susceptibles d'être ensemble. On doit se séparer. Ce sont parfois des décisions politiques. La politique, parfois, c'est comme ça. Donc, mais ce que moi, je veux plus demander, nous devrons être plus Congolais. Nous devons être plus Congolais, c'est-à-dire que nous devons avoir les soucis de cette population qui est en train de vivre l'enfer dans le paradis. Donc nous devrons avoir le souci, n'est-ce pas, de cette population qui est en train de souffrir, de cette population qui, durant 20 ans, n'est-ce pas, ils étaient sans père, ils étaient presque abandonnés, qui, durant 20 ans, vous avez eu des pères qui manquaient pendant 2 ans le salaire.
Vous voyez, donc, nous devrons avoir le souci, la volonté de pouvoir aider la population, mais aussi de pouvoir élever, n'est-ce pas, notre pays. Au cas où on organisait des élections en 2023, FCC, la Mouka, ensemble, se mettent ensemble, là, entre eux, face à l'IDPS, Tshisekedi. Pensez-vous que Fachi pourrait gagner aux élections avec cette synergie des forces aujourd'hui? Parce qu'il faut le dire, maintenant, c'est une synergie des forces face à Tshisekedi. Apparemment aussi, Tshisekedi reste seul. Aujourd'hui, il n'a que, disons, un partenaire comme Jean-Pierre Bemba qui est avec lui. Bon, vous savez, le mobile, comme j'avais dit, les mobiles sont un peu différents. Vous voyez, les questions des élections aujourd'hui, je crois que la population va comprendre quand même quelque chose. Nous ne plaidons pas pour le président de la République, mais du moins, je pense que le président de la République, notre frère, Félix Tshisekedi, est en train de faire de son mieux. Vous savez combien le vicissitude, n'est-ce pas, qu'il a rencontré lorsqu'il est venu comme président de la République, avec la voyez, d'abord, vous savez, la Constitution nous dit le Premier ministre est issu au sein, n'est-ce pas, de la majorité parlementaire. Le président Fathi, déjà, n'avait pas la majorité parlementaire. Vous voyez, il n'avait pas la majorité parlementaire, donc il ne pouvait pas avoir un gouvernement à lui. Dans des cas pareils, la Constitution donne possibilité d'être en coalition. Vous voyez, ou soit en cohabitation, si vous voulez. Alors, c'est ce qui fut fait, mais vous avez constaté, n'est-ce pas, degré de l'impolitesse de certains de nos camarades du FCC. Qui, voilà, ne respectaient pratiquement pas le président de la République parce que pour eux, pensaient que c'était juste une continuité. Une continuité. Alors aujourd'hui, ils ont compris que ce n'était pas vraiment le cas. Le président de la République, moi je dis, il a montré sa bonne foi. Primo, c'est qu'il a appelé ses frères à lui de venir, n'est-ce pas, réfléchir autour du table pour enfin permettre à la République de voler. De respirer. De respirer. Très bien. Vous voyez, dans une échéance de 2 ans passés, dont pratiquement rien n'était fait, après, il va appeler, n'est-ce pas, ses frères qui ont répondu favorablement à l'invitation. Le président du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, mais aussi certains autres comme M. Moïse Katumbi, le président de l'ensemble, et sans oublier les autres, le Bahati et consort. Ils sont venus répondre présent, n'est-ce pas, pour permettre, n'est-ce pas, à la République de voler, de respirer, comme vous avez dit. Très bien. Vous voyez, l'idée maîtresse était quoi? Était que nous puissions nous organiser pour permettre à la population de vivre une bonne vie comme d'autres populations des autres mondes. Vous voyez? Alors, si aujourd'hui nous sommes dans des considérations qui ne favorisent en rien, n'est-ce pas, les intérêts de la population, je pense que ça en vaut la peine de rester auprès du président de la République. Je n'ai rien dit jusqu'à là. Très bien. Merci, vous comprenez, messieurs, dames, nous sommes déjà arrivés pratiquement à la fin. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme bilan? Bon, c'est vrai, certaines personnes disent que le président Tshisekedi n'est pas encore arrivé à la fin de son mandat, on ne peut pas parler du bilan, mais déjà, là, où vont les choses? Est-ce qu'on peut encore espérer ou il y a certaines choses que le président doit faire, modifier? Comment trouvez-vous sa gestion? Comment trouvez-vous ce qu'il fait aujourd'hui comme... je ne sais pas moi ce que je peux dire comme travail, l'amélioration de conditions de vie de la population congolaise, sur l'armée, sur la police, le secteur de la santé, l'éducation. Est-ce qu'aujourd'hui on peut quand même espérer du chef de l'État? Bon, vous savez, il y a beaucoup de choses à faire dans la République démocratique du Congo. Je dois de prime abord ici rappeler que la République démocratique du Congo n'était pas même un chantier. N'était même pas un chantier. Non, non, non. On vient peut-être à peine, n'est-ce pas, de commencer un chantier. Voyez, pendant 32 ans, 18 ans. Je vous dis, parce que le pays était, vous savez, le pays n'était pas considéré déjà sur le plan diplomatique. Très bien. Vous comprenez? Il y avait des États qui décidaient pour la République démocratique du Congo sans République démocratique du Congo. On décide sur la République démocratique du Congo sans République démocratique du Congo. Vous comprenez? Il y avait des pays où la République démocratique du Congo souffrait de l'embargo, ne pouvait pas, vous savez, les histoires Schengen et consorts. Donc sur le plan diplomatique, des sanctions et tout. Des sanctions. Sur le plan diplomatique, on n'était vraiment pas un pays. Un non-État. On n'était vraiment pas un pays. Alors vous savez aussi comment les gens se sont enrichis
et de manière illégale, abusive, n'est-ce pas, de l'argent de la population. Alors, aujourd'hui, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu. Vous savez qu'il devrait normalement recommencer tout. Pas recommencer, mais commencer tout. Parce que tout était déjà, n'est-ce pas, bafoué. Pendant la reine de 18 ans, de 20 ans d'Iran, n'est-ce pas, la gestion de l'année passée. De Kabila. Plutôt du régime passé. Donc, il fallait donc donner souffle dans presque tout le domaine ou dans tous les secteurs vitaux. Très bien. Vous comprenez? Dans presque tous les secteurs. Et vous savez, comme je suis en train de dire, avec une population que nous estimons à 100 millions d'habitants, répondre directement comme ça aux déshydratats, ce n'est pas une mince affaire. Ouais. Vous voyez, il fallait d'abord identifier les problèmes. Ouais. Le besoin. Le besoin. Il fallait identifier les besoins. Et aussi, il fallait savoir que nous n'avons pas d'argent. Il fallait faire une politique qui va permettre à la République d'avoir l'argent. Parce que vous êtes en train de parler ici de l'histoire de 200 millions. Vous voyez, dans les comptes d'une seule personne, d'un seul individu. Vous voyez, de 50 millions de dollars pour un seul individu. De 100 millions de dollars. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Donc, c'est-à-dire que le million était embourbé dans le compte des individus. Donc, vous, tel que vous êtes là, monsieur le journaliste Eric, vous avez pour vous-même 50 millions de chaque dollars. Fin du mois. Vous voyez? Chaque fin du mois. Le président devrait normalement, n'est-ce pas, faire une politique de la mobilisation, n'est-ce pas, de recettes, soit comment trouver l'argent, mais aussi identifier les problèmes. Très bien. Alors, je veux plus demander au président de la République, la moindre des choses à faire, c'est d'abord de répondre les besoins sociaux de la population. De répondre aux besoins sociaux de la population. Donc, vraiment, décembre au président au prometteur qui socio rokita au prometteur qui tubarolia bien Massamou déjà il est service national. Moi je n'exige pas au président parce qu'il y a ceux qui exigent au président. J'exige. Moi je ne mets pas aussi la ligne rouge, mais du moins Katumbi, la ligne rouge est franchie. Je demande comme un bon enfant, dans une maison, je plaide que le président de la République puisse revoir un peu les côtés sociaux. Parce que jusque-là, c'est toujours vraiment, c'est toujours dur. Très bien. C'est ça. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci à vous, maître Louison Eyaki. Je rappelle que vous êtes assistant aux facultés de droit à l'Université Révérend King de Kinshasa. Vous êtes aussi chercheur indépendant. Vous êtes aussi cadre du parti MLC, Mouvement de la Libération du Congo, du président Jean-Pierre Bibagombo. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Lumumba Adida derrière la caméra. Merci à l'équipe EDEM TV officielle. Nous nous retrouvons prochainement.